Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, 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 que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans les ruines de Gaza. Je ne sais pas parler ça. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est la présentation de ce que nous allons visiter pendant une bonne heure. C'est la présentation d'une histoire, finalement, qui s'est passée, dont le début commence fin 1915. La guerre est là depuis 18 mois. Et la Russie, qui est un immense empire, du tsar Nicolas II, manque cruellement d'hommes, parce qu'elle a la possibilité d'armer 17 millions d'hommes, sauf qu'elle n'a pas de fusil, elle n'a pas de munitions. Et la France, elle, sur le front français, commence à manquer d'hommes, puisque en fait, elle a fait appel à l'armée coloniale et que les pertes sont déjà extrêmement importantes. Donc il y a un troc qui s'établit entre Nicolas II et le gouvernement français, des hommes contre des munitions. Et cet accord, il va être conclu donc dans les premiers jours de janvier. On sélectionne à Moscou, à Samara, Arkhangelsk et ailleurs, des troupes qui doivent être des troupes d'élite pour représenter la nation russe. Donc ils vont devoir répondre à des critères particuliers sur le plan physique, grand, beau, long, voilà. Tout ça c'est vrai en plus. Je vous passe, donc il y a la formation de ces troupes dans les casernes en Russie. Et puis il était décidé au départ que ce troc, il était susceptible de pouvoir envoyer l'équivalent de 1 200 000 Russes sur le front français. C'est-à-dire 4 000 par jour pendant je ne sais plus combien de temps. Finalement, il y aura 40 000 soldats russes qui vont être envoyés, 2 brigades de 20 000 en France et 2 brigades de 20 000 à Salonique dans les Balkans. Et ces brigades, la première part de Moscou, vous le voyez là, février 1916, arrive à Dairen en face du Japon. Voilà. Donc 3 semaines de train dans des wagons et sous le froid, puisque au mois de février il fait froid, on traverser la Sibérie. Et ensuite ils sont chargés dans des navires, 5 navires, à Dairen, pour faire quasiment le tour du monde, ou la moitié du tour du monde, dans l'objectif d'être débarqués à Marseille. Ils le seront 72 jours plus tard, 72 jours de bateau dans des conditions impossibles, la chaleur, les conditions d'hygiène impossibles, et en même temps des conditions qui sont faites par les officiers qui ont du pouvoir sur les soldats. Les officiers tsaristes, je veux dire, qui maniaient le cravache et le doute pour les hommes. Donc, un voyage extrêmement pénible qui va passer par la mer de Chine, par le détroit, Djibouti, et puis arriver le 26 avril à Marseille, où les 10 000 soldats de la brigade débarquent, et après va commencer leur périple en France, pour être ensuite versés sur le front à partir de juillet 1916. Une autre brigade va partir, elle, de la mer du Nord, là-haut, Arkhangelsk, au mois d'août, et va débarquer à Marseille, à Brest, pardon, 3 semaines plus tard. Pourquoi la première brigade a fait tout ce périple pour le passer, où est passée la troisième? Tout simplement parce qu'on était à une époque où là-haut c'était pris dans les glaces, il était impossible de naviguer. Et en plus, c'était une époque où manifestement les sous-marins
allemands étaient particulièrement fréquents et donc c'était plus que dangereux. Partout, on va avoir ce type de montage comme ça avec photos, parfois des courts textes de 10-15 lignes pour expliquer où on est et en relation avec 1917. Là par exemple, vous avez les voies qui sont à côté et au bout là-bas, il y avait le cinéma qu'on voit là. Ah d'accord. Je me rappelle là, quand les wagons arrivaient, là, et on récupérait les pointes, quand ils faisaient le débarquement des jeeps et tout, on tordait les pointes pour faire les cabanes. Ah oui. Ouais. Pour l'anecdote, donc on va aller là. Dans les années 70, quand j'avais débuté en gare du Sel, je venais, quand il y avait des trains de troupes qui montaient à la Courtine, je venais en renfort troupe à la Courtine. D'accord. Pour aider aux manœuvres et tout ça. Ouais. Ah oui. Et c'est ce qui est, mais là dans les années 60, le train de troupes était arrivé le vendredi, ils avaient mis les chars Patton sur le quai et l'armée voulait les rentrer le lundi au camp. Mais le poids des chars Patton, ben, le quai, ça s'est effondré dessous. Ah oui. Ah oui, vous voyez comme quoi. Depuis l'arrivée à Marseille, dont je vous ai parlé, le 24 avril, là ils sont sur le quai, ils vont débarquer. Et puis l'accueil qui est fait par les Marseillais de ces 10 000 soldats russes de la première brigade. Paraît-il, il y avait des centaines de milliers de Marseillaises et Marseillais qui les acclamaient en pensant que peut-être ce seraient des sauveurs, comme si c'est ça qui allait faire gagner la guerre. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, quand ils vont à Mailly, au camp d'entraînement militaire de Mailly, là ils sont sur le quai, ils arrivent, accueillis par les enfants des écoles, et puis après ils sont versés donc sur le front à partir de juillet. Donc les premiers morts, les premiers blessés, et donc ils vont apprendre à ce moment-là que le tsar Nicolas II a abdiqué, qu'une révolution a commencé dans leur pays, parce que les informations circulent, hein, bien évidemment. Mais ils vont avoir aussi à déplorer les premières pertes, des centaines de soldats de chez eux, qui vont mourir ou être blessés. À ce propos, les blessés assez graves étaient transférés à Paris, dans 2 hôpitaux de la région parisienne, du 92 en particulier. Et donc, c'est devenu un centre un peu névralgique de tous ceux qui, tout en étant blessés, étaient visités par des Russes civils qui étaient à Paris et qui, eux, ne voulaient pas de la guerre et qui voulaient faire la paix. Et donc, des militants, des internationalistes qui allaient les visiter dans les hôpitaux. Et c'est là que s'est constitué, dans un de ces hôpitaux, le premier soviet des soldats russes. C'est pas sur le front, c'est dans un hôpital. Et ils ne voulaient pas faire la guerre mais en France ou en Russie? Ils ne voulaient pas la faire en France de toute façon, parce qu'ils venaient de comprendre qu'ils avaient été échangés comme de la chair, à canon, et puis que dans leur pays, il se passait des choses qu'ils auraient bien voulu être là. Ils auraient voulu y être, oui, être partie prenante. Puis, je ne sais pas si c'est à vous que je l'expliquais ce matin, mais on parlait surtout de liberté, de répartition des terres. Bon, ils étaient tous des moujiks qui appartenaient à des seigneurs, les terres. Donc, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en France? Nous, on va se faire trouver la peau, alors dans notre pays, il se passe quelque chose. Ils se partagent le gâteau. Et alors, le point le plus important de leur scepticisme et de leur révolte, ça va être là. Ça va être le 1er mai, où les 2 brigades vont organiser une grande fête. Donc, ils vont manifester leur opposition finalement à la guerre. Ils vont faire des oriflammes, et ils vont même les faire, certains en français, c'est des photos d'époque. Hein. Ah d'accord, ouais. Pas trafiqué du tout, c'est ça quoi. Voilà. Alors ensuite, une photo qui est très très bien, parce que là vous allez voir, ils arrivent, ils sont à 50 mètres de là sur la gare de la Courtine. Ouais. Ah oui, ouais. Ah oui, non. Bon, là c'était un bar, c'est au coin de la maison, alors il pose, on habite derrière. Et lui qui a la canne, qui a été blessé donc, au chemin des Dames, il s'appelle Ivan Baltaïs, il va être tout le mois de juillet le responsable donc, du soviet des soldats russes de la Courtine. Après il va être destitué parce qu'il est proposé de discuter avec les états-majors pour que ils rendent leurs armes et puis ils se rendent à l'évidence qu'il faut éviter le pire, donc on va essayer de nager la chèvre et le chou. Et les autres étaient beaucoup plus ultimatistes et ne voulaient absolument pas discuter de quoi que ce soit.
Donc ils vont le destituer, le remplacer par Globa, qui était un Ukrainien. Donc voilà. La vie à la Courtine, ils sont restés 3 mois d'été, donc de fin juin jusqu'au temps du bombardement 16, 17 et 18 septembre. Ils avaient une troupe de théâtre, ils avaient un orchestre de 80 musiciens, avec au départ un chef d'orchestre qui était un Français, parce que c'était M. Paul Leflemme, qui était un compositeur, et était aussi interprète français-russe. Donc il avait suivi ces brigades depuis le camp d'entraînement de Mailly, et il les avait suivis jusqu'à la Courtine. Et tous les jours, il répétait. Et les gens du village venaient écouter les concerts, comme des gens du village ont participé à des représentations théâtrales. Donc il y avait une vie quand même. Ils n'étaient pas simplement dans la caserne, on veut plus lutter, on veut plus lutter, on veut plus lutter. Non, ils voyageaient dans la ville, dans la commune, ils allaient boire des coups. Il y avait 105 bars à cette époque, à la Courtine. Oui. En 1917. Et donc, voilà. On discutait ce matin avec des gens de Saint-Setier. À Saint-Setier, il y a 2 cabanes qui s'appellent Cabanes des Mutins, qui sont en haut, là, à côté du chalet de la Croix de Mission. La Croix de Mission. La Croix de Mission. Et juste en face, dans un bois, il y a, en pierre, il y a 2 cabanes de mutins. Elles s'appelaient Cabanes de Mutins parce que c'était parmi les soldats qui étaient ici, certains qui ont été pris pour boiser le plateau. Et donc ils étaient employés par la municipalité de Saint-Setier à cette époque. Ils avaient fait des cabanes pour ranger leurs outils ou se reposer éventuellement. Et ils sont restés là un peu plus de 2 mois, d'après l'ancien maire, M. Boisvert, qui nous avait raconté tout ça. Voilà, donc ça c'est les émissaires du gouvernement russe. Pardon. Ouais. Les émissaires du gouvernement russe qui sont venus parlementer avec eux pour essayer de les amadouer, de leur faire reprendre les combats. Voilà, d'arrêter leur mutinerie. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, ils ont été renvoyés comme il se doit. Ensuite, ça c'est l'arrestation par les gendarmes français de Globa. Globa, donc c'était le responsable du soviet en dernier, jusqu'au mois de septembre, celui qui a remplacé Baltaïs, qui est là. Hein. Globa, un grand Ukrainien et tout. Et ce qu'on discutait en descendant tout à l'heure, le roman de Jean Anglade, où la jeune femme qui est la femme d'un coiffeur de la Courtine qui est partie en guerre et qui est tombée amoureuse de Globa et qui a été trouvée le dernier jour de la répression de la mutinerie en compagnie de Globa aux messes des officiers. Voilà. Ensuite, après la mutinerie, eh bien, on a donné aux survivants à choisir pour le travail dans des compagnies de travail, principalement pour beaucoup dans la région de Haute-Saône, du Doubs, territoire de Belfort et autres. Et d'ailleurs, pour le territoire de Belfort, nous sommes en 1927 ici. Ce sont tous des soldats russes qui étaient ici, qui sont restés en France. 400 sont restés en France au total, mais ceux-là vivaient à Belfort. Et ils ont posé pour le 10e anniversaire de la Révolution russe. Et la plupart d'entre eux ont été particulièrement actifs dans la Seconde Guerre mondiale, dans les maquis de résistance en Haute-Saône et dans la région. N'hésitez pas, hein, si vous avez des demandes, des questions, des éclaircissements. Regarde. C'est bien fait. Un aménagement qui a été fait qui est chouette, surtout par ce temps-là, vous allez voir, c'est ici. Ah, là on est bien. Ah ouais. Non, attention les sous, ça par terre. Sur un lit, comme vous le voyez, qui s'appelle Pierre Kiliaïev, et à côté, il y a un soldat qui est un Sénégalais, un tirailleur, qui le garde. Pierre Kiliaïev, je vous en ai peut-être parlé tout à l'heure, je ne me souviens pas, mais il a été blessé au chemin des Dames, il a atterri dans un hôpital de la région parisienne, il a fait partie de ceux qui ont commencé à monter l'envoi de matériel pour les soldats russes du front, pour leur dire arrêtez, c'est pas notre guerre, il faut qu'on arrête tout ça et tout. Donc ça a été un des grands organisateurs de la révolte, tout en étant sur son lit d'hôpital. Voilà. Il est passé même par la Courtine, il a été un adjoint à Globa, et puis il était, ses blessures, disons, se sont réouvertes et on l'a ramené à l'hôpital en Bretagne une nouvelle fois. Mais,
Alors, je vais vous parler de ce panneau où on voit ce grand monsieur à côté d'une femme. Lui est un des soldats russes. Nous sommes, je pense, en 1930 à peu près, ou juste avant. Il n'est pas retourné en Russie et il a trouvé l'âme sœur, donc cette femme, et ils se sont mariés à Angers, si je me souviens bien. Ils ont ouvert un bistrot, elle était couturière, et lui aussi, il me semble, dans le civil, avant, il était couturier. Et dans le jardin de la maison qu'ils ont acheté, de leur petite maison, ils ont planté ce bananier. Je ne sais pas quelle signification cela avait de planter un bananier quand on se mariait. Mais voilà, donc il fait partie de ces centaines qui sont restés ici et qui ont refait complètement leur vie. Lui, ça a été le cas. Il a été particulièrement, dans les mémoires que son petit-fils a publiées, il a été particulièrement lui aussi actif durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des résistants. Il y avait une photo partielle de la troupe de théâtre Les Mutins de la Courtine qui a donné une vingtaine de représentations en région dans les années 1921, 22, 23, ouais, voilà, c'est ça. C'est une belle pièce qui a bien mis en valeur la vie de ces soldats. Et, comme vous le voyez, il y avait des jeunes dans la troupe, hein, c'est une troupe de 8 artistes, 8 comédiens et comédiennes. Et cette troupe a été primée à Brive en 2022 pour représenter le Limousin au Festival national de théâtre amateur à Tours. Ce qu'elle a fait, elle n'a pas été gagnante à Tours, mais avoir été jusque-là, c'est quand même très bien. Donc on a voulu donner ces dernières années toute une dimension culturelle à notre association, à ce qu'elle fait pour porter cette histoire, pas simplement des écrits, pas simplement des conférences, pas simplement des colloques ou des projections de films, mais également ce type de choses théâtrales, avec le I qu'on a fait justement devant les maisons des cabanes des Mutins à Saint-Septier. On avait fait un spectacle à l'arrivée d'une rando pédestre et on avait retracé à 4, lui jouant de l'accordéon, et voilà, on avait retracé cette histoire. Des mélodies russes, bien sûr. Voilà. Donc on fait des lectures théâtralisées, des choses comme ça, qui complètent tout ce qu'on peut faire sur un plan livresque, sur un plan conférence, quoi, finalement. Ben, après la mutinerie, le départ vers où, on ne sait pas. Nous, on le sait, mais il faut que le promeneur puisse imaginer tout ce qu'il veut. Il y en a qui vont aller en déportation en Algérie, d'autres qui vont aller au Fort Liedo à l'île d'Aix emprisonnés, il y en a d'autres qui vont aller dans les compagnies de travailleurs. Donc voilà, c'est le départ, et c'est ça qui a voulu être symbolisé à cette occasion. En sachant que ceux qui vont être emprisonnés au Fort Liedo à l'île d'Aix vont être libérés après le dernier soldat allemand libéré en France. Donc c'est rude quand même. Parce qu'ils sont venus quand même pour combattre aux côtés des Français. Ils n'ont pas démérité. Ils ont fait les fronts les plus durs. Mais compte tenu qu'ils se sont exilés, voilà comment ça va se traduire. C'est quand même rude. Et quand même, on ne sait pas, enfin nous on fait des recherches aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que sont devenus la plupart de ceux qui sont allés en Algérie. Oui. Ce qu'on sait, on sait un peu les conditions dans lesquelles ils ont été traités, parce que souvent ils étaient employés dans des grands domaines tenus par des gens très riches, etc. Mais finalement, c'était de la main-d'œuvre facile. Enfin bon, j'ose pas dire de l'esclavage, mais enfin, c'était des gens qui étaient maltraités. Et vraiment, pris comme de la main-d'œuvre. Alors, ces gars qui étaient des paysans, des ouvriers, je sais pas quoi, mais qui n'étaient pas destinés à faire des soldats, en tout cas. Donc, ils vont venir là, dans ces conditions-là, qui vont se battre sur les fronts les plus rudes, qui vont, bref, qui vont être interdits de rentrer chez eux quand ils ont pourtant pas démérité, et qui sont traités comme ça, qui vont se retrouver à devoir travailler dans des conditions rudes en Afrique du Nord. Enfin, c'est des mecs qui arrivent de Russie, quoi. C'est pas tout à fait le même. Et un jour, on fait une conférence, et il y avait là une personne qui chante dans une chorale russe qui est à Limoges, que j'accompagnais à ce moment-là. Et quand elle entend parler de cette association, elle devient émue de ça, parce que son grand-père était un de ceux-là. Il était en Afrique du Nord, elle ne sait pas ce qu'il est. Elle est revenue, je ne sais pas comment, c'est même pas sa propre histoire, elle ne sait pas. Donc elle était bouleversée quand on voit ça quand même. Et les descendants quand même des Russes qui ont pris contact avec nous, qui sont une vingtaine à peu près, donc comme ça, on a retrouvé des liens avec une vingtaine de descendants de ces Russes. Beaucoup sont intéressés par l'association parce que ça leur permet de découvrir leur propre histoire.
parfois ils amènent des éléments, mais c'est souvent nous qui vont leur amener d'autres choses sur une autre partie. Pour une raison évidente et puis qu'on connaît bien en France. Hein. Vous savez, ceux qui sont revenus de la guerre d'Algérie ont très peu parlé ou pas parlé du tout de ce qu'ils ont vécu là-bas. C'est souvent innommable. C'était pareil pour ces soldats-là, ils ne parlaient pas à leurs enfants, ni après à leur descendance de ce qu'ils avaient vécu. Il y avait un traducteur des brigades russes qui était un chef d'orchestre, un compositeur, Paul Leflemme, breton d'origine. Et il a écrit un article dans Musicorama en 1960 et quelques, qui explique que mi-juillet, on lui a demandé de quitter le camp de la Courtine puisqu'il ne devait plus y avoir de Français avec le L'état. Et lui, il était responsable de l'orchestre qu'il avait monté, qu'il avait contribué à former, qui donnait plus que des sérénades, des vrais concerts et tout. Il raconte dans son article à Musicorama, on l'a reproduit dans un détaillé, comment, quand il a quitté la Courtine, finalement, que tous ces soldats, ces musiciens l'ont accompagné ici, tout le monde pleurant, parce qu'ils perdaient non seulement leur chef d'orchestre, mais quelqu'un qui avait tout plus qu'un soldat français, un ami. Si vous regardez attentivement au milieu, vous avez une bestiole qui est une ours. En partant, la troisième brigade, avait acheté une ours à Samara, qui était toute petite et qui est devenue grande au fur et à mesure qu'elle les a suivis partout sur le front et ici à la Courtine. Elle a fini au jardin d'acclimatation en 1928, je crois. Voilà. Et donc ils faisaient danser cette ours qui s'appelait Mishka, c'était leur mascotte. Voilà. Mishka, l'ours Mishka. On voit c'était quand même des grands bonhommes hein, pour la plupart. Ils disent souvent la tradition, les Russes aiment bien danser. Eh oui. Alors on l'a déjà vu dans le wagon, celle-là. C'est la troupe de théâtre. Oui, t'en as qui sont grimés en femmes, t'en as qui se déguisent en officiers. Alors là, vous avez une photo qui représente des enfants et des soldats. Ça se passe à Felletin, le quartier dans le centre-ville, je ne saurais pas trop vous dire où c'est exactement, mais les Felletinois, ils reconnaissent tout de suite. Pourquoi Felletin? Felletin est à quoi, 30 km d'ici à peu près. Quand la 3e brigade est arrivée quelques jours après la première, je vous ai peut-être expliqué que la 3e était moins remontée, moins en révolte que la première. Les officiers de la 3e brigade ont écarté de la Courtine tous les hommes pour pas qu'ils soient contaminés par la révolte des mutants. Et donc ils les ont amenés à pied, ils ont été à ce qu'on appelle la lande de Charras, c'est au-dessus de Felletin, pour installer le campement de cette 3e brigade. Ils étaient 6700, 6800 à peu près. Et donc ils sont restés de 8 juillet et tout le mois d'août finalement, ils sont restés à Felletin là-bas. Donc certains de Felletin venaient à la Courtine, certains de la Courtine allaient à Felletin. Et puis les gens de la 3e brigade qui étaient à Felletin, ils se promenaient comme ici dans les rues de Felletin. Et voilà. Donc on a des témoignages de gens, de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, on les a publiés. Et il y a même France 3 qui a fait un reportage qui est magnifique, qui dure 12 minutes. Ils sont venus et ils ont pris au micro des gens dont les parents avaient connu 1917 et tout. Et ceux qui racontent, je crois qu'ils sont 6 à témoigner. Tous sont unanimes. Hein. Ils ont eu quelques méfiances au départ, ils ont débarqué des milliers de mecs qu'ils ne connaissaient pas et tout. Ils ont fermé tous les commerces, tous les bars, puis le soir ils ont réouvert. Tout s'est relativement bien passé et ils expliquent comment justement ils ont aidé aux champs, aux travaux des soins, des moissons et tout, au mois de juillet et au mois d'août. Toute la commune a été évacuée.
Donc les gens sont partis, mais ils ne savaient pas trop pourquoi, mais ils se disaient qu'il allait se passer quelque chose. Par exemple, bombardé le camp, quand ça s'est terminé, que les derniers se sont rendus, etc., les gens après ont pu revenir. Mais quand ils vont revenir, on va d'abord les rassembler et leur dire qu'on leur demande de ne rien dire sur cet épisode. Pas parler des Russes qui étaient là, etc. Hein? Donc c'est affreux, parce que... Mais il y a cette dame, elle va dire à un moment donné, parce que nous on a vu qu'il nous manquait je sais pas quoi dans la maison, mais elle dit tout de suite, mais tout de suite il y en a qui ont voulu faire croire que c'était les Russes, mais nous on se doutait bien que c'était pas des Russes et on n'a jamais cru que c'était eux qui l'avaient fait. Il a été traversé et c'est vrai que pour la commune, quand ils faisaient des concours de pétanque, ça a été un peu, c'est dommage de voir ça. On traverse sans demander rien à personne et en fin de compte, ça coupe le jeu à une association. Au niveau de votre association et de votre club, d'en parler et peut-être de réhabiliter quand même ce désagrément par rapport au terrain de pétanque de la Courtine. Surtout que on peut faire des tours comme ça. Hein. Ben voilà. Je pense que il y a assez de servitude et voilà. Et vous voyez, ça cause un désagrément. Ils ont coupé, il y avait une belle haie là qui était propre et tout. Et là, ils ont voulu essayer de remettre une habilité au coin. Mais en plus, regardez, c'est tout en friche. Et c'est pas très beau. Donc ça, c'est une vue partielle de ce qu'on a appelé le comité du Soviet de la Courtine, avec ses différents responsables. Combien était-il? Je ne sais pas, ça n'a jamais été noté quelque part de façon précise, mais chaque régiment avait ses délégués de comité et voilà, ils étaient rassemblés dans un local et c'est eux qui, dès les premiers jours, ont organisé la vie du camp, tout ce qui concernait le ravitaillement. Alors, l'armée française s'était engagée à une chose, c'est leur fournir tous les jours de quoi manger. Même si au mois d'août, comme ils tenaient à leur faire rendre gorge, ils ont diminué de façon drastique les ravitaillements quotidiens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus grand-chose. Alors, il a été dit, il a même été écrit qu'ils ont tué des chevaux, les Russes, pour les manger parce que tellement ils avaient faim. Je sais pas. Au même endroit que celui indiqué où sont les lavandières. Une photo d'époque. Cet étang de Gracadour, il est signalé à plusieurs reprises dans les écrits sur l'histoire du corps expéditionnaire russe. D'une part, c'est là que les Russes venaient se baigner, comme il est de tradition, ils se baignaient avec leurs chevaux, et certains tout nus. Ce qui devait d'ailleurs provoquer l'émoi de ces lavandières. La reddition, le 19 septembre, il semblerait qu'ils aient balancer dans les temps toute une série de leurs armes pour pas les remettre, pour pas les donner. Ça, c'est pas vérifié, pas vérifiable, du moins à ce jour. Lequel être est le plus massif? Ben dis donc, celui qui l'a planté, il a plus mal aux dents. Hein? Lequel être est le plus massif des deux? Je crois pas que ça te... Et là, préfères-tu l'être humain? Je crois que... Je crois que tu préfères l'être... Oh, mais là, la vache. Ah, c'est pas génial? Mais ça n'est pas un qui est devenu deux. C'est deux qui sont devenus un, oui. Le concepteur a voulu donner l'image de drap qui sèche au soleil, d'une part, et ce qu'il y a sur ces toiles, sur ces draps, c'est quelque chose en relation avec Ivan Baltaïs dont je vous ai parlé, celui qui avait la canne, le premier responsable du Soviet, dont la femme s'appelait Alexandra. Et lettre Alexandra, il y a derrière un extrait d'une des nombreuses lettres que Ivan a adressées à sa femme en Russie quand il était en détention sur l'île d'Aix au Fort Liedo. Et ces lettres, elles sont magnifiques, elles sont d'une, comment dirais-je, d'un amour, d'un romantisme qui est vraiment assez exceptionnel. Il y en a un extrait ici qui dit « Ma chère Alexandra, je crois qu'après toutes ces horreurs qui ont marqué la disparition des organisations séculaires de la Russie bourgeoise et autocratique, surgira une république russe, adonnée au travail, un pays renouvelé où régnera le bonheur. Encore un peu de patience et de courage, et nous nous retrouverons et sans peur, réunis, nous affronterons l'avenir. Je me sens plus fort et plus confiant. Tous les jours, la vie m'apparaît plus captivante, et cela dans une prison. Pour un homme libre, la diversité de la vie est sans limite. Regarde plus fixement, écoute. Si ton âme est fatiguée,
Si les hommes t'affligent, si tu ne trouves autour de toi dans le monde qu'injustice flagrante, fuis le monde, recueille-toi au sein de la nature. La contemplation de la nature est le meilleur remède universel contre la souffrance. Ton Ivan Baltaïs, le 31 janvier 1918. Voilà. Donc il y a leur histoire avec cet enrôlement dans la guerre, dans les conditions que l'on vient de voir, ça leur avait donné une conscience politique très forte et très marquée, très claire. Il était en prison, il était libre dans sa tête, c'était un homme libre et qui voyait l'avenir et qui c'est incroyable quand même, hein, c'est vrai. Se rendre compte de ce que c'est d'être en prison, surtout au fort Liedo, ils étaient très maltraités, très mal reçus au fort Liedo, c'est affreux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir le fort Liedo, là vous verrez, grands effets, hein, mais c'est pas accueillant. Et en plus à cette époque-là, et pendant la guerre, c'est sûr qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'éléments pour amener un peu trop fort. Et donc il écrivait ça là. Elle est assez rare cette photo. C'est le travaux des champs, donc ça doit être dans les environs proches ici, avec un soldat russe qui aide aux travaux. Ce qui confirme tout ce qu'on a pu. Mais en photo, je connais que celle-ci, on ne connaît que celle-ci finalement. Il y a eu l'extraction de pierres qui ont servi à la construction de parties du camp. Ah ouais. Comme il est dit dans la fiche. D'accord. Regarde, tourne doucement, mon petit camarade, tourne. Et puis tu filmes des laits courtinins. Oui. Je crois qu'il y avait une retenue d'eau. L'assaut sur le camp, le 16 septembre, il y a eu une messe ici qui a été donnée où il y avait les états-majors russes et les états-majors français. Et ils sont montés avec l'abbé Laliron sur cette butte là-bas à 10h. Et c'est là où ils ont vu, parce que la vue était découverte sur le camp, ils ont vu les effets des premiers tirs de canon sur le camp. Donc il y a un grand panneau là-bas, mais bon, à l'occasion, quand vous repasserez, vous le verrez, c'est pas la peine qu'on y aille maintenant. Ah non, Oui, je me doutais, j'insiste pas.